Bonjour Pierre Dinenbourg, vous êtes professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, une des plus connues et reconnues dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire rapidement votre carrière? Volontiers, j'ai commencé comme instituteur primaire à Bruxelles et je me suis intéressé à l'éducation, donc j'ai décidé de faire un master en sciences psychopédagogiques, comme on appelait ça. Puis là, j'ai découvert l'intelligence artificielle. C'était beau, donc je suis parti en faire une thèse sur les applications de l'intelligence artificielle à l'éducation en Angleterre, à Lancaster. Et puis j'étais une dizaine d'années à l'Université de Genève et depuis 2002, je suis à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Je suis professeur dans la faculté d'informatique, bien que je sois plutôt quelqu'un d'éducation personnelle. Oui, c'est ce que j'allais dire finalement. Vous avez fait une thèse en intelligence artificielle, alors vous êtes informaticien. Moi, j'ai toujours été entre les deux. Voilà, je n'ai pas une identité très claire sur ce point-là. Et c'est le cas de beaucoup de sciences dans lesquelles c'est à l'interface de disciplines que les choses émergent. Donc je ne me pose pas trop la question. Pour mes collègues informaticiens, je ne suis pas un vrai, mais avant, quand j'étais dans l'école des sciences de l'éducation à Genève, je n'étais pas un vrai non plus. Donc voilà. C'est le cas de beaucoup de gens dans le domaine, il faut le dire. On Voilà. y reviendra tout à l'heure. Vous avez publié en 2016 un article fort remarqué dans un journal international sur l'intelligence artificielle pour l'éducation, IJAIED en français, dans lequel vous proposez votre vision de l'évolution des thèmes pour les années à venir. Pouvez-vous nous présenter rapidement les principaux thèmes que vous voyez émerger? Alors, je ne savais pas que c'était un article qui a eu beaucoup d'écho, il est tout récent. Il regarde un peu comment les technologies ont évolué depuis ces 20 dernières années. Par exemple, comment modélise-t-on l'élève? Il y a 20 ans, on analysait exclusivement ses réponses. Aujourd'hui, on analyse ce qu'on appelle les poussières comportementales, c'est-à-dire les temps de réponse, les chemins visuels qu'ils suivent. On utilise Eye Tracker pour prédire ces chemins visuels. Et on applique des méthodes de machine learning pour pouvoir prédire l'état de ses connaissances. Donc là, il y a une évolution vers des données qui avaient une forte valeur sémantique, vers des données qui, individuellement, le fait que je bouge des jambes ou que je fasse ça avec ma tête n'a pas beaucoup de sens, mais quand on prend ces données, on les agrège et qu'on applique des algorithmes de machine learning, on obtient des résultats qui sont assez incroyablement efficaces. Une autre évolution, par exemple, c'est que les systèmes sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Dans le temps, et ça c'est important s'il y a des futurs doctorants qui nous écoutent, dans le temps, chaque doctorant avait en tête qu'il allait développer son système. C'est mon environnement, je vais faire mon système. C'est plus ça l'informatique aujourd'hui. On construit des composants, d'autres ont construit d'autres composantes et on les assemble de manière originale pour faire des nouvelles recherches en éducation. Mais on n'est plus prisonnier de mon système. Les systèmes sont ouverts, il y a des langages qui permettent de les interfacer. Ils sont aussi ouverts dans le sens MOOC, open, ouvert en termes de participation. Avant, c'était mon système sur mon PC, aujourd'hui, c'est architecture ouverte. Donc, les systèmes sont beaucoup plus ouverts que dans le passé. Le rôle de l'enseignant est aussi plus reconnu. Dans le temps, on avait quand même l'idée que l'environnement d'apprentissage, c'était un environnement dans lequel l'élève allait rentrer et puis il allait y aller tout seul. Le prof n'interagissait pas directement avec la technologie, tandis qu'ici, de plus en plus, on tient compte du rôle du prof pour orchestrer les activités d'apprentissage dans sa classe. Voilà quelques exemples que j'étudie dans cet article. Alors, parmi ces sujets que vous avez évoqués et quelques autres qui figurent dans votre article, on ne trouve rien sur le serious gaming. Or, nous, dans ce MOOC, on a pris le parti de prendre comme exemple fil rouge le serious gaming. Alors, même si ce n'est pas tout à fait au même niveau que les thèmes que vous avez évoqués dans l'article, est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus besoin de recherche ou que c'est un sujet qui a montré ses limites? Ou quelle est votre position par rapport au serious gaming? Je pense que le sujet n'a pas montré ses limites. Il y a un potentiel énorme à réaliser. C'est vrai que je n'aime pas le mot serious gaming. Pourquoi? Parce que pourquoi on a mis sérieuse? C'est comme si on avait honte d'avoir du plaisir. Hein? Je pense que ce qui est important, c'est comment on atteint un certain niveau d'engagement dans une activité d'apprentissage. C'est l'engagement plus que le mot gaming. Qu'est-ce qui font qu'à un moment donné, parfois,
il y a un certain niveau de difficulté qui fait que certains vont s'accrocher et d'autres vont décrocher. C'est tous les mécanismes du flow. Je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur parce que son nom est imprononçable, mais comment on va adapter la difficulté pour que les gens se sentent un peu accrochés. Après, il y a toute la notion de qu'est-ce qui est vraiment gaming. Par exemple, un marathon. C'est pas vraiment fun. Pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de crétins qui courent le marathon? Parce qu'à un moment donné, on est accroché, on a cette ambition, cette volonté de réussir, et on voit ça dans les MOOC. Il y a un peu de ça dans les MOOC. N'importe qui peut prendre un MOOC de Stanford, sans prérequis, on ne lui demande rien. Ça va être dur. 95% vont abandonner, mais lui, il va vouloir y arriver. Donc, il y a des mécanismes de gaming qui s'appliquent vraiment dans beaucoup de contextes. Il y a des mécanismes qui s'appliquent, qui sont alors très appliqués. Par exemple, il y a une compagnie qui produit des MOOC qui s'appelle Corp Academy, qui est basée à Lausanne et à Paris, qui ont introduit un battle mode dans leur MOOC. C'est-à-dire que quand il y a un quiz, on peut chercher quelqu'un en ligne qui veut faire le quiz en mode battle. Donc, non, absolument, je n'utilise pas le serious gaming, mais il y a beaucoup à amener pour créer de l'engagement au sens jeu, mais aussi l'engagement au sens social. Et il y a quelque chose, je ne suis pas tout seul à la maison à faire mon e-learning, ça c'est un peu dur. Ça me fait plaisir parce que moi, ça fait au moins 2 ans que je termine mes exposés sur le serious gaming en disant plutôt que game-based learning, on devrait dire flow-based learning. Pour dire justement que ce qui compte, c'est l'immersion, c'est l'engagement et l'immersion. Alors ça peut être souvent par le jeu, mais pas seulement par le jeu, je suis absolument d'accord avec vous. Alors maintenant, je voulais vous poser une question sur les principales difficultés que vous voyez pour mettre en œuvre votre programme de recherche pour les années à venir, notamment comment s'articulent les aspects disciplinaires et pluridisciplinaires. Parce que comme vous l'avez dit au début, pour les en sciences de l'éducation, je n'étais pas considéré comme faisant partie de leurs membres. En informatique, on ne considère pas non plus que je suis un informaticien, c'est le cas pour beaucoup, en France aussi. Donc comment s'articulent ces aspects disciplinaires et pluridisciplinaires dans le contexte de l'AI-éducation pour avancer dans les recherches? Alors je dirais 2 choses. D'abord, mon conseil à des jeunes qui feraient une thèse, c'est d'être d'abord disciplinaire, de bien définir leur identité disciplinaire, parce qu'il faut être réaliste. Encore aujourd'hui, dans une carrière académique, on est choisi, nos projets sont acceptés, on est recruté souvent par des gens de la discipline. Et donc, par exemple, chez nous, on a un système en français, on dit pré-titularisation conditionnelle, tenure track. Donc, on prend des profs très jeunes, 30 ans, ils ont 5 ans pour être nommés profs. Et je pense que pendant cette phase-là, pour devenir prof stabilisé, pendant ces 5 années-là, on leur recommande d'être assez disciplinaires. Une fois qu'ils sont professeurs, toute la liberté d'aller travailler avec des collègues, d'explorer d'autres domaines, etc. Donc là, couleur disciplinaire. Par contre, je pense que les sciences de l'éducation doivent évoluer très vite. Aujourd'hui, dans toutes les disciplines, les jeunes sont formés, ils savent ce que c'est un réseau bayésien, un hidden Markov model. Presque toutes les sciences maintenant sont dans ces approches des time series, des modèles computationnels. Et je pense que si les sciences de l'éducation n'incluent pas ces modèles, moi quand j'ai fait mes études de sciences de l'éducation, on avait 3 cours de stats, on faisait des ANOVA, etc. Ça c'est le passé. Aujourd'hui, on fait ces modèles computationnels de time series, et je pense que si les sciences d'éducation n'intègrent pas ça dans nos formations, c'est les autres disciplines qui vont faire la recherche en sciences de l'éducation. Et moi, j'encourage beaucoup les autres disciplines. J'encourage à mes collègues de statistiques, de maths d'informatique, etc., d'appliquer leurs méthodes à des données éducatives. C'est une belle ouverture des sciences de l'éducation. Bien sûr, la psychologie cognitive aussi. Bon, vous avez parlé de machine learning, effectivement, l'apprentissage machine, tous ces algorithmes. On a parlé du deep learning aussi récemment avec AlphaGo, la machine qui a battu le meilleur joueur du monde au Go. Effectivement, aujourd'hui, c'est devenu incontournable dans beaucoup de disciplines scientifiques.
pour faire évoluer les connaissances et comprendre comment marche le monde finalement. Et voilà, alors Deep Neural Networks, alors on a fait de l'intelligence artificielle, toi et moi, il y a 25 ans, on avait honte parce que ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, on a honte parce que ça marche tellement trop bien qu'on commence à se dire quels jobs vont disparaître, etc. Et Deep Neural Net, est-ce qu'on laisse ça à l'extérieur ou est-ce qu'on essaie de savoir quelles sont les variables intéressantes en éducation qu'on peut prédire avec ces réseaux? On ne va pas prédire le charisme d'un enseignant, sa passion, mais quand on applique ces modèles, par exemple, on donne des eye trackers à des professeurs et on essaie de modéliser la manière dont un bon enseignant est toujours en train de scanner sa classe visuellement, ça marche bien. Et ça, trouver en quoi un Deep Neural Net est vraiment utile pour la recherche en éducation, il faut que ce soit les sciences de l'éducation qui le portent et que donc certaines méthodes qualitatives vont continuer à être utilisées en sciences de l'éducation, très bien, mais il faut absolument qu'elles s'ouvrent très rapidement à ces approches beaucoup plus quantitatives. Mais avec des travaux pluridisciplinaires où ils doivent eux-mêmes acquérir les compétences de machine learning? Alors, dans mon cas, par exemple, c'est simple, j'engage des doctorants plus forts que moi, ils sont tous smart, c'est des informaticiens brillants, ils apprennent l'éducation avec moi, et puis voilà. Mais moi, je suis pour plutôt les collaborations. Un exemple très concret. On modélise deux personnes qui travaillent ensemble. Elles sont en train de faire un concept map online. Elles toutes les deux travaillent sur un PC avec un eye tracker. Donc on a les données visuelles de deux personnes et on essaie de prédire si une paire collabore bien ou collabore pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on calcule l'agitation visuelle, on calcule la moyenne des deux, on fait tourner une ANOVA et il n'y a pas de différence significative entre les paires qui collaborent bien ou pas bien. Donc, quelqu'un a visionné les paires. Après, on prend dans leur long processus de collaboration, on prend les 5% des épisodes dans lesquels il y a une agitation extrêmement haute ou extrêmement basse. Et on efface tout le reste. Et là, on trouve une différence significative. Pourquoi? Parce que c'est les épisodes les plus riches. Alors, en éducation, ce qu'on a toujours fait, c'est que les outliers, on les efface. On se dit, il y a eu une erreur de mesure, ou bien ils ont triché, il y a eu un problème, on efface les outliers. Dans ce domaine-là, qui s'appelle Extreme Value Theory, on efface le ventre de la gaussienne, on dit c'est que du bruit, et on s'intéresse aux esprits. Et ça, pour nous en éducation, c'est comme si on dit Dieu n'existe pas. Tu vois, tout ce qu'on a fait toute notre vie repose sur les tendances centrales, moyennes, standard déviation. Puis ces gens arrivent d'un autre monde et disent et si vous pensiez à l'envers? Et on trouve des résultats plus convaincants. C'est là, je trouve qu'il faut un peu lâcher nos vieilles méthodes de l'éducation et s'ouvrir à d'autres. Et honnêtement, je ne suis pas dans ma zone de confort. Je parle avec des gens qui sont mathématiquement 3 fois plus forts que moi. Récemment, il y en a un qui me parlait de la convexité des espaces d'optimisation. Je regardais ces formules comme ça. Je les regardais comme ça. C'est des gens, mais on doit profiter de cet entourage, des gens qui sont beaucoup plus loin que nous, je trouve, dans l'analyse de données, et qui ne savent pas qu'on a ces données, qui sont assez ouverts, qui découvrent « Ah, vous avez des données très intéressantes à analyser. »